Allez, face à Pierrot, c'est parti. La première question est de Paris SG. Comme ça, on sait d'où ça vient. Comment peut-on placer un PSG Monaco vendredi soir, sachant que 3 jours avant, l'équipe de France se déplace en Grèce? Même pas 2 jours de repos entre les deux rencontres, un avis. L'avis, c'est que le championnat est surchargé, même si on est repassé qu'à 18 clubs en France, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs et ces coupures internationales... Voilà, je pense que qu'il faudrait, trouver d'autres solutions que ça, parce qu'il est bien évident que une coupure internationale qui arrive dans son deuxième match la semaine juste avant la Coupe d'Europe. Voilà. Après, il y a des desiderata des diffuseurs, mais bon, c'est vrai que il me semble que le PSG a joué à Milan le mardi, donc ils vont jouer contre Newcastle le mercredi. Ils auraient pu jouer le samedi soir contre Monaco. C'est dommage. Michael Gillet me dit: penses-tu que Jacobs et Diatta, les deux pistons de Monaco, depuis qu'ils sont là, le jeu n'est plus le même? C'est évident que Vanderson et surtout Caio Henrique manque énormément à Monaco, mais je pense que c'est pas quand même l'unique problème de cette équipe qui a aussi des problèmes offensifs entre les soucis de Ben Yedder et Balogun qui a du mal à s'intégrer à cette équipe de Monaco, donc c'est pas évident, quoi. Eric Gauthier: que penses-tu des non-sanctions sur l'OM? Penses-tu comme moi que c'est un appel d'air aux abrutis qui peuvent mettre le bordel en dehors du stade sans nuire à leur club? C'est un sujet extrêmement compliqué parce que la Ligue a respecté tout à fait le droit, puisqu'effectivement les incidents ont eu en dehors du stade Vélodrome, et que le club de l'Olympique de Marseille ne peut pas être tenu responsable de ça. Ça, c'est un socle, c'est une base, on est tous d'accord là-dessus. Ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que ce sont les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est que les supporters de Lille ont été interdits de déplacement. Donc voilà, des gens à Marseille caillassent le bus de Lyon, et la résultante, c'est que ce sont les supporters de Lille qui sont interdits de déplacement. C'est quand même extrêmement savoureux et compliqué. Et que là, on explique à Lyon qu'il va falloir qu'ils se déplacent comme des fleurs à Marseille, dans un stade qui sera plein sans le moindre supporter de Lyon, parce qu'ils ont fait, que certains ont fait des saluts nazis et poussé des chants racistes. On est aussi d'accord là-dessus. Et que le seul truc qu'on trouve à dire, c'est ouais, il faudrait que le quart soit mieux protégé. Donc en clair, si Grosso a pris un caillou dans l'œil, c'est parce que le quart de Lyon était pas assez bien protégé. C'est absolument ubuesque, quoi. Je pense qu'il faudrait changer le règlement, et je pense que la Ligue aurait très bien pu décréter que ce match ait lieu à huis clos et sur terrain neutre pour des raisons de sécurité pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'au moment où on se parle, on sait que Lyon a fait un recours et qu'on n'est pas du tout sûr que l'Olympique Lyonnais se déplace à Marseille le 6 décembre. Camille 74-118. Salut. Peux-tu nous donner, et nous pas tout te phoner, ton flop et ton top du championnat pour le moment, et les joueurs qui te déçoivent depuis 3 mois? Je vais pas être très original, hein. Évidemment que la grosse déception de ce championnat, c'est Lyon. C'est vrai que même si l'effectif de l'OL est loin d'être inoubliable, il n'y a pas de raison qu'il soit dans une telle panade au classement. Des joueurs en top, il y a Mbappé, hein, forcément, encore et toujours, Golovin qui est très très bon aussi. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. Une déception aussi avec l'Olympique de Marseille, parce qu'on s'aperçoit maintenant, au bout de quelques matchs, que le visage de l'OM avec Gattuso est exactement le même qu'avec Marcelinho.
Donc voilà quoi. Mais bon, c'est encore un peu tôt pour faire des bilans. Alex Nissa du 06 et sa série de questions hebdomadaires. L'OM défait à Lancière, a perdu Rongier sur blessure pour un bon moment, va voir partir à la CAN Mbemba, Ouani, Ndiaye, Sarr et Harit. Faut-il être très inquiet pour l'OM? Attendez, j'ai mon chien qui veut monter. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez. Hop. Voilà. Maintenant, un coup il est là, un coup il est... Voilà. Voilà, il est son copain, tout va bien. Bah, je dirais que peu de joueurs qui sont cités dans ces joueurs partant à la CAN sont extrêmement performants. Harit revient bien après sa grave blessure. Sarr c'est pas bon, Ndiaye c'est pas bon, Ounahi c'est pas bon, Mbemba c'est un coup bien, un coup pas bien. Ce qui est évident, c'est que quand ils seront pas là, il y aura 5 joueurs dans l'effectif en moins. Comme annoncé depuis quelque temps, à force de faire un Scrabble toutes les saisons, Longoria cette fois-ci s'est planté dans le recrutement, à la fois au niveau des arrivées, mais aussi au niveau des départs. Kolasinac, Alexis Sanchez manquent terriblement en termes de caractère dans cette équipe, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'on peut être un petit peu inquiet pour l'OM dans les semaines à venir. Alex Nissa du 06 encore. Certains de tes confrères font la fine bouche sur la victoire de Toulouse contre Liverpool, disant ce n'était qu'une équipe B de Liverpool. Partages-tu ce côté pisse froide de certains de tes confrères? J'aurais pu le partager en première mi-temps. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit dans mon débrief du match, que l'équipe alignée au coup d'envoi par Jürgen Klopp est un manque de respect de Liverpool contre Toulouse. Et que c'est pas permis de sous-considérer comme ça un adversaire. La sanction, elle est vite tombée, puisque Toulouse menait au score à la mi-temps. Et là, Klopp a fait rentrer, effectivement, beaucoup de titulaires. Mais le problème, c'est que quand un match, il est pris sous un certain pli, c'est difficile pour des rentrants d'inverser cette tendance, et que même même avec Salah, Jota et Alexander-Arnold, voilà, et là où c'est très très fort, c'est que lorsque Liverpool est revenu à 2-1 sur le but contre son camp, Toulouse a eu la ressource de marquer un 3e but. C'est là où je pense qu'il y a un exploit côté toulousain. C'est vrai que la première mi-temps avec l'équipe alignée par Liverpool, c'est pas digne d'un grand club dans une Coupe d'Europe. Anatole du 49. Pensez-vous que Camavinga est un joueur moins fort que Gavi ou Pedri? C'est extrêmement... Le seul point commun entre ces 3 joueurs, c'est que ce sont des milieux de terrain qui jouent à peu près au même poste. Disons qu'après, en termes de style, c'est très différent. Je pense que la puissance est du côté de Camavinga, le côté finesse technique soyeuse est plus du côté des 2 autres. Mais je pense que Camavinga est potentiellement au même niveau que ces joueurs, même si j'ai été très déçu de ses dernières sorties en équipe de France. Pardon. Jackie Boy, que pensez-vous de l'accord CVC? Pensez-vous comme Boucher que la Ligue et les clubs vont s'en mordre les droits dans les prochaines années? Alors, je vais pas rentrer dans un cours de droit, mais je pense que c'est une idée à la con. Je pense qu'un prêt, c'est quoi qu'on en dise, toujours un prêt, et qu'il va falloir que le foot français génère des recettes pour pouvoir rembourser ce prêt, et que actuellement ce qui se passe au niveau de la négociation des droits n'incite guère à l'optimisme.
Donc voilà quoi, c'est pas du tout évident qu'à un moment donné, lorsque le CVC va réclamer les comptes, eh bien les clubs français s'y retrouvent. Sébastien Bailly me dit, regardez la Ligue des Champions et les championnats en France, ça coûte un bras en termes d'abonnement. Penses-tu qu'un jour nous pourrons regarder tous ces matchs sur une seule chaîne? Quel serait le bon prix selon toi? Et le problème, c'est que tu as le prix que payent les diffuseurs, les chaînes, les plateformes pour diffuser les championnats. Voilà. Et derrière, il faut... c'est pas des lois 1901, hein, c'est pas des associations humanitaires. Le problème, c'est que rien n'est rentable. Là, il faut bien voir qu'Amazon, qui paye 250 millions pour 8 matchs sur 10, enfin maintenant 7, n'arrive pas à rentrer dans ses frais. Parce qu'il y a les 250 millions à payer, plus les frais de production, plus les journalistes, plus les frais de la chaîne et tout ça, même si la chaîne sur Amazon elle est limitée à sa plus simple expression. Voilà, le problème c'est que 250 millions sur 8 matchs, c'est pas rentable. Si je parle de cette équation-là, c'est extrêmement compliqué. Je suis pas du tout certain que Canal+ rentre dans son argent en payant plus de 400 millions pour la Coupe d'Europe. Mais c'est évidemment un produit qui attire des abonnés qui, après, continuent, je dirais, à faire fonctionner la chaîne. Le bon prix, c'est difficile à dire. Une seule chaîne qui diffuserait tout, soit mettre un abonnement à 100 € par mois, et encore elle rentrerait pas dans son argent, elle ne proposerait que des abonnements morcelés.